Bonjour Monsieur Janchis, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes docteur en statistiques mathématiques, vous avez été enseignant à Sciences Po, en master, en doctorat. Vos recherches se sont développées dans 3 domaines principalement, le comportement électoral et les élections, la méthodologie, sondage, enquête, opinion publique, et les statistiques et peut-être plus précisément l'analyse géométrique des données. Vous avez géré pendant de nombreuses années les données électorales du Cevipof et en cette année d'élections européennes, nous sommes ravis de vous avoir avec nous pour comprendre les enjeux du sondage. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a mené à vous intéresser à ce domaine d'études en particulier que sont les sondages ? Alors, je suis venu par plusieurs biais. D'abord de par ma formation en post-mathématiques, après avoir suivi un cursus de mathématiques classiques, maîtrise, la question de se poser de savoir si je continuais dans l'enseignement, si j'allais plus vers une discipline appliquée qui me permettrait de valoriser ce que j'aimais par-dessus tout, c'est-à-dire les maths. Et je m'intéressais à la fois aux sciences sociales, à la médecine, à la politique et à la musique. Donc tout ça, il a fallu faire un melting pot et trouver un espèce de tronc commun. Et il se trouve que j'ai fait un DEA de statistiques mathématiques, puis une thèse avec le professeur Benzekri, et qui m'a initié à l'analyse géométrique des données, même si à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'est maintenant comme ça qu'on la dénomme et qu'on poursuit ces évolutions. J'ai fait une école d'ingénieur à l'époque également, qui s'appelle l'ISUP, l'Institut supérieur des universités de Paris, qui m'a donné un diplôme de statisticien. Hein. Et immédiatement, vous voyez, c'est une autre époque. Et les boîtes s'intéressaient à vous. Vous étiez un profil rare. Je faisais de l'analyse des données. Et donc, on m'a demandé, dans différentes disciplines, celle que j'ai choisie, finalement, il y en a eu 2. Il y a eu post-thèse. Il y a eu la politique, la science politique, parce que comme vous, je m'intéresse énormément à la politique française, à la politique internationale, et aux rapports de force, aux évolutions, aux égalités ou inégalités sociales, au monde qui nous entoure. Et je m'intéressais aussi énormément à la façon dont les populations envisageaient leur corps et la maladie en général. Donc j'ai fait à la fois des statistiques appliquées aux sciences politiques et des statistiques appliquées à la médecine finalement pour faire large, c'est-à-dire en gros à l'épidémiologie et aux représentations de la maladie. Ce qui m'a amené à l'anthropologie médicale. Et donc ma carrière, elle a eu deux phases à l'époque. Une phase où je suis entré tout directement à Sciences Po, au Cevipof, et l'autre où j'étais à l'école des hautes études, au laboratoire de François Raveau, qui est un anthropologue, qui est un grand médecin, un grand praticien, très grand médecin, neurochirurgien, décédé malheureusement l'année dernière, et qui faisait de l'anthropologie médicale. Et ça m'a permis de mener des enquêtes un peu dans le monde entier, donc à beaucoup d'expériences de terrain, en Asie du Sud-Est, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique centrale, un peu en Europe, des enquêtes auprès de populations pas forcément facilement atteignables. Et donc il a fallu envisager des modes d'interrogation de ces populations qui sortent de la théorie classique des sondages que j'avais pu apprendre à l'USUP ou à l'université. Donc c'est comme ça que mon goût du sondage est né, et de l'enquête bien faite, et de l'enquête qualitative, entre guillemets, qui donne de la valeur au résultat, qui prend en compte le résultat pour s'en servir pour le bien commun. Vous voyez ? Donc, effectivement, ce qu'on attend d'un bon sondage, c'est qu'il sous-estime, c'est qu'il limite le biais. Les biais, c'est l'ennemi principal des sondages. Moins il y aura de biais, plus votre sondage sera propre, et plus les résultats
qui en sortiront seront à la fois intéressants, enfin on l'espère si les questions étaient intéressantes bien sûr, et crédibles et surtout utilisables à l'extérieur. Donc le goût du sondage, vous voyez, c'est ça. C'est à la fois le goût de la mathématique et le goût de l'application à des domaines comme la science politique ou l'anthropologie médicale. Vous parlez de biais, mais nous parlons aussi de sondage. Quelle serait votre définition, peut-être la plus simple, d'un sondage? Qu'est-ce qu'un sondage? Alors, un sondage s'adresse à une population donnée. Un sondage, c'est l'interrogation d'une population ou d'observation. Parce qu'un sondage, c'est pas qu'une enquête. Un sondage, vous pouvez faire un sondage, c'est pas de matériaux géologiques. Vous allez tirer un échantillon de matériaux le plus représentatif possible de votre terrain et vous allez en inférer des résultats. Bon, ça, c'est un sondage entre guillemets de sciences de la nature, hein, par exemple. Une observation statistique, c'est pas entendons-nous, une observation statistique, c'est pas forcément un individu humain. Là, pour notre entrevue, on va se contenter, on va se limiter, si vous le voulez bien, au sondage d'individus. Voilà. Alors, ce que je vais appeler un sondage bien fait, qu'est-ce que c'est qu'un sondage? C'est une interrogation d'une population la plus proche possible de la cible qu'on cherche à atteindre. Comment ça marche? Vous voulez savoir ça? Dans un premier temps, avant tout, il y a deux choses principales, essentielles. Un, définir une problématique avec des hypothèses. Ça, c'est très très important. Si vous n'avez pas une problématique, c'est comme tout problème de recherche, mais en particulier là, si vous n'avez pas une problématique avec des hypothèses de recherche, vous allez faire un sondage de communication, quelque chose qui ne servira pas à grand chose finalement. Donc il faut une problématique et des hypothèses. Et puis, deuxième chose, parce qu'on vit dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire le capitalisme et le libéralisme, il faut un budget. Et la qualité du sondage dépendra beaucoup aussi du budget. Le budget, il faut imaginer qu'il va être un rapport entre la taille de la population que vous allez interviewer et la durée du questionnaire. D'accord ? Il y a des milliers beaucoup de paramètres qui vont entrer en compte. C'est pas forcément le lieu d'en parler aujourd'hui, mais voilà, votre budget, il doit tenir compte de tout ça. Une fois que vous avez défini votre budget, parce que vous l'avez fundraisé, parce que vous avez obtenu des crédits en gagnant une appel d'offres pour les chercheurs, etc., bon, vous allez pouvoir construire votre sondage. Alors, le construire, ça veut dire quoi? Ça veut dire fabriquer d'abord une population qui va être celle qu'on va interroger. Alors, pour faire simple, encore une fois, on fait simple, et en plus c'est le plus compliqué, on va s'intéresser à la population générale. On va dire qu'on s'intéresse à la population générale. Mais comme je sais que ce qui vous intéresse, ce sont les sondages politiques, on va dire que pour les sondages politiques, on va chercher à estimer, par exemple, des intentions de vote, les valeurs, les attitudes, les comportements des électeurs. Mmh. Pour être électeur, il faut avoir 18 ans ou plus, être de nationalité française. Donc c'est déjà deux conditions. Oui. Donc c'est une population générale? Ah non, pas tout à fait. C'est la population des gens âgés de 18 ans et plus français. Donc il va falloir trouver une base de sondage dans laquelle on va tirer un échantillon. Donc, vous voyez, ça c'est le premier souci. Alors, on a une base. Voilà. Alors, comment. Vous voulez qu'on parle d'aujourd'hui, hein, pas d'hier. Oui, alors, aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire. On va soit réussir à avoir un budget important et donc avoir accès en coopération avec l'INSEE ou avec l'INED, et donc pouvoir tirer un échantillon aléatoirement dans les grandes bases de sondage de l'INSEE qui sont issues du recensement ou des déclarations de revenus, ou voilà, des choses comme ça, hein, en population générale, et on prendra les gens français de plus de 18 ans. Et ça, après, on aura une sous-population et on tirera là-dedans aléatoirement. C'est par exemple la base Fideli, ce sont des grandes bases mises qu'on peut obtenir à l'INSEE
voilà, en coopération, en payant. Et elles sont régulièrement mises à jour, ces bases de données? Elles sont issues des recensements. Les recensements, c'est annuel. D'accord. Enfin, si vous voulez, si vous voulez très rapidement, il faut revenir après au sondage. Un recensement de l'INSEE, on va interroger l'ensemble des Français, mais vous voyez, mais en faisant en sorte de renouveler par quart. C'est-à-dire que tous les ans, on va interroger 25% des individus de communes qui auront tiré au hasard. Voilà. Et on cumule. Au bout de 4 ans, on a de nouveau le recensement complet. Mais il est rafraîchi tous les ans. C'est pour ça que tous les ans, vous avez des mises à jour des bases de données, population, qualité des logements, ménages, etc., etc. Enfin, toutes les données que vous trouvez sur le site de l'INSEE qui sont extrêmement précieuses et qui servent de base à toutes les analyses de tous les chercheurs, entre autres. Alors donc, vous avez ces bases de l'INSEE, donc ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, vous n'avez pas accès aux bases de l'INSEE, alors, de deux choses l'une, soit vous arrivez vous-même à construire une base de sondage et vous échantillonnez dedans, soit vous faites appel à un institut privé qui a pignon sur rue et après appel d'offres qui a répondu au mieux à vos attentes. Ces instituts eux-mêmes, comme base de sondage, soit ils sont suffisamment gros, entre guillemets, internationaux, avec une surface financière importante, et ils ont moyen d'entretenir leur propre base de sondage, on appelle ça des panels ou des access panels aujourd'hui, soit ils sont moins gros, ils achètent des adresses ou des numéros de téléphone à des brokers. Alors je ne dirais pas forcément ce que j'en pense, mais voilà. Bon. Donc, vous voyez, il y a différents moyens déjà de construire, d'avoir une base de sondage. Ensuite, dans cette base de sondage, les sondages les plus propres, ceux qui amènent le moins de biais, sont les sondages naturellement probabilistes. D'accord. C'est-à-dire totalement aléatoires, où la loi des grands nombres s'applique. Hein, par exemple, ou si vous voulez faire des estimations de Chebyshev, on en a parlé tout à l'heure, c'est possible. Ou vous pouvez faire de l'inférence, en calculant des degrés de significativité. Tout ça, c'est connu, c'est des maths, ça existe depuis le début du XXe siècle. Mais est-ce qu'on utilise, finalement? Est-ce que c'est ce modèle-là qu'on utilise en majorité? Ça dépend. Les académiques essaient le plus possible d'être dans ce cadre-là. C'est le cas, par exemple, de l'enquête, l'European Election... comment le SAS, l'European Social Survey, l'enquête sociale européenne, qui réunit une vingtaine ou 25 pays, effectivement, qui font des sondages aléatoires, nationaux, hein, complètement aléatoires et nationaux, et oui, c'est coordonné par un état-major de statisticiens et sociologues, et c'est fait dans la plus pure style académique. D'accord. Il n'y a pas de souci. Mais c'est rare, parce que c'est cher. Oui, voilà. Très cher. À côté, la majorité des sondages qu'on voit sont des sondages qui ne sont pas probabilistes. Ils sont tirés à partir d'échantillons établis par quota. D'accord. Alors, quota, c'est une proportion. Quota, c'est proportion. D'accord. Voilà. Quoi, proportion d'hommes, proportion de femmes pour le genre. Proportion d'ouvriers, d'employés. La catégorie socio-professionnelle. Socio-professionnelle. L'âge peut-être. Alors, l'âge, bien sûr, en classe plus ou moins fine, suivant l'argent que vous avez. D'accord. Taille d'agglomération, c'est très important. Voilà. Vous avez donc différents quotas qu'il faut respecter. Alors, vous avez ces quotas, vous faites des interviews à proportion de ces quotas, et votre terrain s'arrête. Parce que vous avez atteint votre budget, le nombre d'interviews que vous ayez décidé d'avoir à l'origine. Okay. Alors, les biais. Les quotas ne sont pas toujours parfaitement respectés. D'accord. Pour obtenir des entretiens, des interviews, il a fallu appeler la personne ou...
Pour contacter une personne qui accepte de répondre, On peut attendre. on contactait beaucoup. Oui. Et dans ce beaucoup, c'est vraiment beaucoup. De plus en plus. D'accord. D'accord ? Par quel biais? Maintenant par Internet peut-être? Alors, c'est ce qu'on appelle les modes d'administration des sondages. D'accord. On a longtemps été en face à face, qui était très bien, à l'époque où les gens laissaient rentrer les gens chez eux, il n'y avait pas de digicode, etc. Voilà. C'était parfait. C'est de plus en plus onéreux, et les gens ne laissent plus rentrer les enquêteurs, donc ça existe encore. C'est d'une très grande qualité. Parce qu'une fois que un enquêteur est rentré chez vous, vous ne le jetez pas. Oui. Donc vous êtes soigneux dans vos réponses. Et donc un sondage en face à face, c'est toujours une très grande qualité. Mais c'est devenu rare et onéreux. Il y a eu des sondages, il y a toujours beaucoup de sondages téléphone. Mais pour obtenir un individu qui accepte de répondre à un sondage par téléphone, vu le nombre de démarchages qu'il y a maintenant, c'est... Et ne peut-on pas craindre que lorsqu'on est face à face, certaines personnes s'autocensurent en fonction d'opinions politiques qui ne rentreraient peut-être pas dans la norme, disons? Pour les sondages politiques, on va appeler ça, c'est Bourdieu qui a appelé ça, et depuis tout le monde appelle ça comme ça, la désirabilité sociale. D'accord ? C'est-à-dire qu'on pense qu'il serait bien vu, ou l'enquêteur serait content, ou que les personnes qui vont lire le sondage seraient en adéquation avec une opinion particulière. C'est ce qu'on appelle la désirabilité sociale. Alors, il y a bien sûr, chez les professionnels, énormément de façons d'essayer de la limiter. Dans les questions, dans le design de questionnaires, dans la rotation des items, il y a énormément de moyens d'essayer de la limiter. Mais vous avez raison, la présence d'un enquêteur pour des sondages déclaratifs, c'est-à-dire on déclare une opinion, sont effectivement soumis à cette désirabilité sociale qui est forte. D'où, et si on revient donc au sondage politique qui vous intéresse, la restitution de vote. Quand on demande à quelqu'un pour qui avez-vous voté à la dernière élection présidentielle, par exemple, vous n'obtenez jamais réellement le nombre attendu. Le nombre attendu, on le connaît, il y a eu des résultats d'élection. Bon. C'est jamais vraiment ça. Parce que, entre-temps, soit les personnes ont oublié, soit elles reconstituent un vote qu'elles n'ont pas fait, en pensant que c'est celui qu'elles ont réellement fait, soit parce qu'elles pensent qu'il vaudrait mieux répondre comme ça pour être plus dans l'air du temps d'aujourd'hui. Donc un certain nombre de biais quand même. Là, on voit Alors, c'est pas des biais. Ce sont des déclarations... non pas mensongères, mais... indues. Voilà. Ce sont d'autres types de déclarations. C'est pas la déclaration réelle, mais c'est plutôt... Enfin, ce sont pas énormes. Ça a été bien pire dans le temps. Et alors dans ce cas-là, comment fait-on? Au téléphone, il y en avait beaucoup. Alors maintenant qu'on fait des sondages en ligne, par Internet, il n'y a plus d'enquêteurs. C'est ce qu'on appelle des sondages auto-administrés. D'accord. Alors, ils ont beaucoup de problèmes, ces sondages auto-administrés, énormément. Mais ils ont un avantage, c'est que l'enquêteur devant son clavier ne veut pas faire plaisir à son ordi. Oui. Hein? Donc il y a beaucoup moins de désirabilité sociale. Mais en revanche, quels sont les inconvénients de... Alors oui, il y a pas mal d'inconvénients. Quels sont les... Alors, répondre à un sondage en ligne, c'est déjà avoir un certain niveau d'études. Oui. Et être internaute. D'accord. La population des internautes est beaucoup plus diplômée. Donc on va avoir un biais de niveau d'études assez fort. D'accord. De citadins de grandes villes. Oui. Donc, les sondages en ligne ont ce double biais par rapport aux autres, même si on sait les limiter, hein, on sait les contrecarrer, on peut en parler, ce sont plutôt des populations. Il y a plus de sur-diplômés, au-delà de Bac+3, et habitants des grandes villes. Voilà. Bon, c'est comme ça. Et donc, insuffisamment de CSP-, et de classes défavorisées, et de classes qui n'ont fait aucune étude ou juste qui sont arrêtées au brevet, par exemple. D'accord ? Il en manque.
Alors donc, pour corriger ces biais, comment fait-on? il y a des procédures dites de pondération ou de calage que les politistes appellent à tort des redressements. Oui. Mais en théorie des sondages, je vous laisserai un livre tout à l'heure formidable, vous verrez tout à l'heure, j'espère que vous aurez le temps de le lire, un livre de Pascal Hardy qui s'appelle Sondage pas à pas, et vous verrez un petit peu que ces méthodes de calage, elles sont valables pour toute mode d'échantillonnage, hein, pas forcément uniquement les modèles, enfin les échantillons aléatoires, mais tous les échantillons. Toute enquête n'est jamais parfaite, Oui. donc il faut la caler sur des données objectives dont on pense qu'elles sont propres. Les caler, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des quotas pas parfaitement respectés. Donc on va chercher, par rapport à la feuille de quota réelle, comment l'ajuster. Si on a par exemple 49% d'hommes, 51% de femmes et qu'on voulait 52-48, eh bien on va rééquilibrer par une espèce de règle de 3. Bon, c'est assez simple à faire, de pondération qui va donner plus de poids aux hommes et un petit peu moins aux femmes. Et on va multiplier ça par le nombre de biais. Et bien pour le politique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va reconstituer les votes antérieurs par les vrais résultats. D'accord? Et on va caler la reconstitution de vote présidentielle ou européenne aujourd'hui par les vrais résultats des présidentielles de 2022 ou de l'européenne de 2019, par exemple. D'accord? Et là, on recale politiquement son échantillon. Attention, on le recale aux exprimés. Or, on sait qu'il y a de plus en plus de gens, notamment des jeunes, qui s'abstiennent. Ben ça, on ne sait pas faire. Ah, on ne le prend pas en compte. On ne sait pas faire. Les sondages n'ont jamais réussi, et réussissent pas du tout encore aujourd'hui, à estimer correctement l'abstention. D'accord. D'accord? Il y a de l'inférence, c'est-à-dire qu'on va poser la question sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité où vous situez-vous dans la certitude d'aller voter? 10, tout à fait certain, 1, pas certain du tout. Et on prend les gens en position 10. Bon, on fait comme ça. Puis quand je ne suis pas tout à fait sûr, on prend 9 et 10 des fois. Voilà. En général, on prend 10. Bon. La valeur 10. Mais après, quand on fait de la reconstitution de vote, et surtout quand on demande aux gens ce qu'ils avaient fait à l'élection antérieure, ils ne disent pas qu'ils sont abstenus du tout. Mais il y a des biais non pas de 2-3 points. Il y a des biais de 20 à 30 points. C'est dément, c'est délirant, c'est énorme. Les biais sur l'abstention sont très très importants. Donc les sondages politiques sont justes dans la mesure où ils travaillent sur les exprimés et où la population, entre guillemets, que j'appellerais sondagère, c'est-à-dire qui accepte de répondre au sondage, est très proche sociologiquement de la population qui va voter. D'accord ? Oui. Le jour où ça ne sera plus le cas, il faudra encore trouver d'autres méthodes pour corriger ces biais-là. Et donc une fois qu'on a corrigé, donc on va rapporter les proportions qu'on a obtenues dans notre échantillon à la population totale. Et donc on a nos résultats. Existe-t-il une marge d'erreur ? On peut penser à des cas assez connus en 2002 où il y a eu des erreurs manifestes. Existe-t-il des marges d'erreur ? Était-ce prévu ou y a-t-il eu une vraie erreur de la part des instituts de sondage ? Alors, vous savez, il y a une loi qui régit la publication des sondages en France depuis 1977. Elle a été corrigée en 2010, un peu à l'initiative de sénateurs et puis de ce qu'on a pu faire à la Société française de statistique. On a fait des propositions et parmi ces propositions, on a demandé que les redressements soient beaucoup plus clairs et que les experts de la commission des sondages aient des informations plus nettes à interpréter et surtout qu'il y ait des marges d'erreur qui soient indiquées au lecteur. D'accord. Vous regardez aujourd'hui les sondages, dans beaucoup de ces sondages que vous voyez publiés, y compris dans le sondage administré par l'Ipsos pour le CEVIPOF, que vous voyez dans Le Monde, par exemple, tous les mois, il y a des marges d'erreur. Il y a des histogrammes avec des marges d'erreur qui correspondent aux proportions. Alors,
comme si l'échantillon était aléatoire. Oui, alors qu'il ne l'est pas. Oui, mais il y a des théories, il y a un grand statisticien qui s'appelle Jean-Claude Deville, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans, qui a montré qu'on pouvait à peu près, pratiquement... Sur ses pattes, ouais, voilà, après. c'est ça. D'accord ? Et vous verrez dans le livre de Pascal Hardy quelques pages là-dessus. Donc, on applique, finalement, la loi de Gauss, la loi des grands nombres, à chacune des proportions. Bien sûr, quand vous êtes autour de 50%, vous avez un intervalle de 3,1, ça ne sera pas le même si vous faites 5 ou 6%, Oui. naturellement. Hein. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, et c'est pour ça que maintenant, les instituts, le plus possible, font intervenir des marges d'erreur, soit sous forme d'histogramme, soit de petites valeurs entre parenthèses, au lecteur de faire l'effort de les Il est lire. important d'être averti lorsqu'on regarde un Alors, sondage. c'est ça. C'était pas vrai jusqu'à présent. Enfin, jusqu'en 2020. Depuis les présidentielles 2022, c'est un peu plus le cas quand même. Parce que, justement, il y a eu tellement de débats autour de... vous vous trompez, c'est pas vrai, c'est pas possible. Vous voyez, ce qui se passe en France, par exemple, mais pas qu'en France, dans énormément de pays, c'est que les gens de plus en plus prennent leurs décisions de vote et de la personne pour qui ils allaient voter ou le parti un peu à la dernière minute. D'accord. Donc les vrais sondages, entre guillemets, qui vous donnent les meilleures approximations, c'est les sondages les plus proches du jour du vote. Ok ? Alors, donc on a dit dans le passé, à juste titre, que par exemple, Jean-Luc Mélenchon avait été extrêmement mal estimé en 2012, 2017 et 2022. Toujours sous-estimé de pas mal, de beaucoup de points. Mais c'était vrai. Parce que à chacune de ces 3 élections, il y a eu des faits de campagne, il y a eu un dynamisme, il y a eu, par exemple, un vote utile pour en 2022 des électeurs de gauche qui ont fait que les électeurs se sont portés sur son nom au dernier moment. Ce que dans d'autres temps on appelait la volatilité électorale, eh bien, elle s'exprime comme ça maintenant. Alors, j'ai pris Mélenchon parce que c'est un cas très typique, c'est un cas énorme. Mais ça peut être vrai pour d'autres partis aussi, on n'en sait rien. Justement, puisque c'est la veille de l'élection, en réalité, on a les chiffres les plus proches et les plus propres. Alors justement, vous dites que les électeurs se décident de plus en plus tard. Vous parliez du vote utile. Est-ce que les sondages peuvent influencer les électeurs sur leur choix ? Donc on a l'effet, Paul Lazarsfeld disait que finalement peut-être pas tant que ça, que c'était juste un biais de confirmation, on refait ce qu'on pensait. Mais pourtant, on parle aussi de l'effet Ben de Wagon, on rejoint le wagon, Humble de Winner. Voilà. Alors, qu'en est-il en réalité ? Voilà, c'est effectivement toutes les théories de l'opinion publique. Alors, le Bango Wagon, on suit le wagon en marche. Il y a aussi la spirale du silence qu'on avait mis en évidence à la suite de Noël Lemann avec Daniel Bois. On avait fait un papier là-dessus il y a pas mal d'années. Et quel est l'effet spirale ? La spirale du silence, c'est... en fait, on dit, c'est comme s'il y avait un vote caché. D'accord. Vous voyez ? Et il apparaît au dernier moment. Bon. C'était le cas de Balladur en 95. C'est comme ça qu'on avait effectivement montré qu'il y avait erreur en 95, qui était très liée à la spirale du silence à l'époque. Voilà. Mais depuis, elle existe sur d'autres partis. Bien sûr, hein. Elle peut exister. Voilà, c'est une théorie qui est forte. Il y a bien sûr toutes ces théories de l'opinion publique qui continuent à s'appliquer. Mais le problème, c'est que, comme la politique, c'est quelque chose d'humain, et que jusqu'au dernier moment, il peut se passer des choses, comme depuis hier, hein, le massacre de ces convoyeurs de fonds, ou l'insurrection en Nouvelle-Calédonie, tout ça peut changer profondément les choses. Qu'à Nouvelle-Calédonie, je vous rappelle qu'entre les 2 tours de 88 et la grotte d'Ouvéa, ça a fait plonger Chirac. Ah oui ? Ah mais totalement. C'est-à-dire qu'avant et après, les sondages ne donnaient pas du tout les mêmes résultats, quoi. Même si Mitterrand avait facilement gagné, là, il a triomphé. Et alors tous ces effets-là, est-ce qu'ils sont avérés ou est-ce que ça reste au stade de théorie ? Ils sont avérés. Ils sont avérés. Oui, bien sûr. Ils sont avérés. Mais encore une fois, on ne peut pas les déterminer à l'avance.
À l'avance, on peut dessiner des cartographies de valeurs, d'attitudes, de comportements, et inférer qu'à partir de ces cartographies, les lecteurs agiraient plutôt comme ci ou comme ça en fonction de ses valeurs, de ses comportements, de ses attitudes. Il dit qu'il a voté comme ça, mais en réalité, en fonction de ce qu'il est par ailleurs, on pourrait penser qu'à la dernière minute, tu pourrais voter comme ça. Vous voyez, donc ça, c'est le type de modélisation qu'on fait en analyse géométrique des données, par exemple. Mais c'est difficilement transmissible aux citoyens. En fait, c'est un peu compliqué. C'est des nuages d'individus un peu compliqués à comprendre. Même si c'est passionnant et intéressant, etc., c'est pas des éléments qu'on peut fournir à la presse. Facilement transmissible. Voilà. Et alors, dans ce cas-là, si on prend un point de vue peut-être plus absolu, quel est l'intérêt démocratique des sondages? Certains lui reprochent de justement ne pas favoriser le vote de conviction, plutôt le vote utile plutôt que le vote de conviction. Les sondages sont-ils un vrai outil démocratique? Pourquoi ne faut-il pas les défendre? Alors, il faut les défendre parce que s'ils n'existaient pas, de toute façon, ils existeraient pour les élites. Oui. De toute façon, les partis politiques ou les candidats, avec leur compte de campagne, achèteraient des sondages. Et se propageraient des rumeurs. Et rien de pire que les rumeurs. C'est Radio Londres. C'est terrifiant. C'est n'importe quoi. Alors là, oui, vous pouvez dire que c'est du dévoiement de la démocratie. Donc rien que pour ça, il faut les autoriser. Mais pas que, parce que c'est des outils extraordinaires de connaissance de la société, de la façon dont elle évolue. Ce qui est intéressant dans les sondages préélectoraux, c'est la tendance. Oui. C'est voir comment la campagne joue ou joue pas. Quels sont les arguments qui jouent, quels sont les thèmes, quels sont les enjeux. Voilà, encore une fois, quelles sont les valeurs, quelles sont les raisons essentielles qui poussent les gens. Est-ce que c'est le programme? Est-ce que c'est les personnalités? Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils n'ont pas dit? Est-ce que c'est, par exemple, pour l'Europe, les compétences, la souveraineté? Enfin, il y a des tas de questions qui se posent, vous voyez. Et si on ne pose pas ces questions pendant le moment où les gens y réfléchissent un peu, eh ben, on les aura jamais, ces réponses. Donc, c'est le meilleur moyen de connaître l'état d'une société à un moment chaud. Voilà. Alors, pour les défendre, et pour pas les défendre, au contraire, pour aller contre, on va reprendre les théories de Bourdieu qui disait l'opinion publique n'existe pas. C'est en posant les questions que vous influez et vous construisez cette opinion. Ben, c'est vrai et c'est faux. Bien sûr que c'est vrai. Quand vous faites tout un questionnaire entièrement basé sur l'immigration et sur sécurité, l'ensauvagement, comme ils disent. Ouais. Voilà. Vous allez influer. Forcément. Ouais. Forcément. Quand vous posez des questions toujours dans le même sens, vous appuyez là où ça fait mal, vous appuyez. Mais les gens, à la fin, ils vont finir par, effectivement, sans être, même s'ils ne sont pas convaincus, à finir par répondre. Et vous allez dire, 80% des gens pensent qu'il n'y a pas assez de sécurité en France, par exemple. Vous voyez? Donc, en ce sens, oui. Les sondages, entre guillemets, de communication ou faits par des, entre guillemets, des non-professionnels peuvent influer. Ouais. Et c'est pas bien de faire ça. Et alors, si ça influe les électeurs, ce sera ma dernière question, cela peut-il influencer les décisions des gouvernants? Je pensais notamment en 1992 au choix du président Mitterrand de faire passer le projet, le vote pour Maastricht par un référendum et non pas un vote par le Parlement réuni en congrès. Oui. C'est donc un sondage commandé par le président pour savoir est-ce que finalement c'est pas un sondage. Un référendum, il y a une campagne électorale avec des débats. Et 92, vous n'étiez pas né. Bien sûr. Mais 92, ça a donné lieu à des discussions animées jusqu'au sein de chaque famille. Il y a eu un très fort taux de participation avec des résultats très proches, 50,8. Oui. Très proches. C'est-à-dire que vous vous rendez compte de l'intensité du débat. Vous n'avez pas ça. On a essayé de répliquer ça dans des sondages. On a appelé ça
des sondages délibératifs ou des voilà. Maintenant, on fait des conférences de consensus, des choses comme ça. Mais c'est pas la réalité. C'est pas un vrai référendum, quoi. Hein, c'est pas la même chose. Un référendum, c'est une consultation. Oui, bien sûr. C'est tout le monde est consulté. Vous voyez ? Mais est-ce que les sondages que commandent les gouvernants peuvent les influencer dans leurs décisions politiques ensuite? Ah, bien sûr. Et cela n'est-il bien pas sûr. Ah, oui, dangereux? Vous savez, il y a un service que vous connaissez peut-être qui s'appelle le SIG, Service d'information du gouvernement, D'accord. dont l'une des missions principales est de commander des sondages. Bon, revue de presse, sondage. Il fait la communication du gouvernement. Mais pour faire la communication du gouvernement, il a besoin de savoir où en est l'opinion publique sur des mesures, soit qui ne sont pas encore prises, et c'est des ballons d'essai dans les sondages, et moi c'est ce que j'appelle des sondages de com', soit sur des vraies mesures qui ont été prises pour savoir si c'est populaire ou pas. Mais donc a posteriori. Voilà, a posteriori, popularité des gouvernants, des ministres, etc. Bon, ça, ils font ça tout le temps. Mais ils font des sondages quantitatifs, ils font aussi des études qualitatives, ils font beaucoup de choses. Hein. Mais bien sûr, c'est des outils très, très, très utilisés par tous les gouvernants du monde. Oui. Il n'y a pas du monde. Eh bien écoutez, un grand merci Jean Chiche. De rien. Et nous vous invitons donc à regarder ces vidéos pour mieux comprendre comment fonctionnent les sondages et aller voter le 9 juin. Absolument, avec plaisir. Et vous m'enverrez l'adresse. Bien sûr. Merci.